L'homme, dont le nom est devenu un synonyme de cruauté, a refusé de signer des condamnations à mort pendant le tribunal révolutionnaire, déclarant que rien n'est plus répugnant que le meurtre légalisé. Dans la cellule où il a passé un tiers de sa vie, il n'y avait pas de fenêtre, mais c'est de là qu'il a vu la véritable nature du pouvoir, une nature qu'il a disséquée avec la précision d'un bourreau et la ferveur d'un prophète. Son histoire ne commence pas dans les livres, mais dans le sang et les cris. Elle débute à Arcueil, un nom qui sonne aujourd'hui comme un écho lointain, mais qui, en l'an de grâce 1768, a fait trembler tout Paris. Une jeune femme, Rose Keller, une veuve cherchant du travail, court nue et ensanglantée dans les rues, affirmant s'être échappée d'une chambre de torture. Elle accuse un jeune et brillant aristocrate, le comte de Sade, de l'avoir séquestrée, fouettée jusqu'au sang et menacée avec un couteau. Le scandale est colossal. La haute société, habituée aux excès mais pas à leur publicité, est horrifiée. Qu'est-ce qui est le plus effrayant? Un monstre qui décrit honnêtement ses vices, ou une société qui cache les mêmes vices sous un masque de vertu? Le procès qui s'ensuit est une farce tragique. Donatien Alphonse François de Sade, descendant d'une des plus nobles familles de Provence, marié à une femme pieuse de la puissante maison de Montreuil, se retrouve face à la justice du roi. Mais la justice des hommes est une chose, la justice de sa caste en est une autre. Grâce à l'influence de sa famille, l'affaire est étouffée. Le marquis est brièvement emprisonné, puis libéré. Pour lui, ce n'est pas une défaite, mais une révélation. Il comprend que la morale n'est qu'un instrument de pouvoir que les puissants utilisent pour contraindre les faibles. Sa propre transgression n'est pas le vice, mais la publicité qu'il lui a donnée. Il a commis le péché impardonnable de montrer à la société son propre visage dans le miroir déformant de ses désirs. Les aristocrates construisaient des palais pour cacher leurs péchés, tandis que Sade a construit une philosophie à partir de ses péchés, qui a détruit les palais. Il n'a pas retenu la leçon de prudence. Au contraire, il a décidé de pousser l'expérience jusqu'à ses limites. 4 ans plus tard, à Marseille, le scandale se répète, mais avec une ampleur décuplée. Accompagné de son valet, Latour, le marquis organise une orgie avec plusieurs prostituées. Pour pimenter la fête, il leur offre des bonbons anisés contenant, selon les accusatrices, de la cantharide, un puissant aphrodisiaque, aussi connu sous le nom de mouche espagnole. Les femmes tombent violemment malades, prises de convulsions et de brûlures internes. L'affaire éclate. Cette fois, ce n'est plus une simple affaire de mœurs, mais une accusation d'empoisonnement. La justice ne peut plus fermer les yeux. Condamné à mort par contumace, Sade et son valet s'enfuient en Italie. En son absence, sur la place d'Aix-en-Provence, son effigie est brûlée sur un bûcher, un spectacle symbolique destiné à purger la société de son influence maléfique. Mais comment brûler une idée? Comment détruire un fantôme qui a déjà commencé à hanter l'imaginaire de la nation? La traque commence, orchestrée non pas tant par la justice royale que par une ennemie bien plus implacable, sa propre belle-mère, la présidente de Montreuil. Cette femme de fer, incarnation de l'ordre moral et de l'hypocrisie de l'Ancien Régime, voue une haine inextinguible à ce gendre qui a déshonoré son nom et sa fille. Elle déploie un réseau d'espions à travers l'Europe, utilisant sa fortune et son influence pour le retrouver. Pour elle, Sade n'est pas seulement un criminel, il est une anomalie, un virus qui menace de contaminer le corps social tout entier. Elle est la gardienne d'un ordre qui se fissure de toutes parts, et Sade est la personnification vivante de cette fissure. Sa fuite en Italie est une odyssée picaresque.
une course-poursuite à travers les cours et les principautés, où le marquis, sous de faux noms, continue de scandaliser et de philosopher, de séduire et de provoquer. Il n'est pas un fugitif ordinaire. Il est un théoricien en exil, observant les mœurs de son temps, avec un regard de chirurgien. Il est finalement rattrapé, non pas par la police française, mais par les soldats du roi de Sardaigne, sur ordre direct de sa belle-mère. Il est enfermé dans la forteresse de Miolans, une prison redoutable, perchée sur un piton rocheux. Mais Sade n'est pas homme à se laisser emprisonner. Son esprit est déjà ailleurs, cartographiant les failles du pouvoir, analysant les mécanismes de la domination. Il organise une évasion spectaculaire, digne d'un roman d'aventure, et retourne secrètement en France, se cachant dans son château de Lacoste. C'est là, dans ce refuge précaire, qu'il va commettre les actes qui scelleront définitivement son destin. Il engage de jeunes filles comme secrétaires ou servantes, et le château devient le théâtre d'expériences psychologiques d'une audace inouïe. Les rumeurs se transforment en plaintes, les plaintes en mandats d'arrêt. La France, pré-révolutionnaire, est un chaudron où la débauche de l'élite est la norme, mais le crime de Sade est de l'avoir transformé en un système philosophique. La pression de sa belle-mère sur la cour devient insoutenable. Le roi Louis XVI, excédé par les frasques de cet aristocrate indomptable, signe une lettre de cachet. Cet instrument du pouvoir absolu permet d'emprisonner n'importe qui, sans jugement, sur simple ordre du roi. C'est l'arme ultime de l'arbitraire, et elle est dirigée contre l'homme qui fera de la dénonciation de l'arbitraire le cœur de son œuvre. En 1777, Sade est arrêté à Paris et conduit dans le seul endroit capable, pense-t-on, de briser un esprit aussi rebelle, le donjon de Vincennes. Il ne le sait pas encore, mais il vient de pénétrer dans le laboratoire où il passera les 13 prochaines années de sa vie. Il y entre en libertin scandaleux, il en sortira en philosophe maudit. Le monde extérieur l'a condamné, mais c'est dans l'isolement le plus total qu'il va prononcer sa propre condamnation du monde. Alors, après avoir entendu le récit de ses premiers crimes, une question se pose. Cet homme était-il un simple prédateur sadique, trouvant son plaisir dans la souffrance d'autrui, ou un philosophe radical qui utilisait des méthodes choquantes pour exposer l'hypocrisie de son temps? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Était-il un criminel ou un révélateur? Le donjon de Vincennes n'était pas une prison ordinaire. C'était une tombe de pierre, une machine à broyer les âmes conçue par l'absolutisme royal. Des murs épais de plusieurs mètres, des cellules sans lumière où l'humidité suintait en permanence, un silence de mort à peine troublé par les cris des autres prisonniers. C'est dans cet univers de privation sensorielle absolue que Sade va paradoxalement découvrir le territoire infini de l'imagination. Privé de tout contact humain, de toute stimulation extérieure, il se replie sur lui-même et commence le plus terrifiant des voyages, l'exploration systématique des passions humaines, des plus douces aux plus monstrueuses. Sa cellule n'est plus une cage, mais un observatoire. Le seul spectacle qui s'offre à lui est celui de sa propre conscience, un abîme qu'il décide de sonder jusqu'au fond. Êtes-vous prêt à regarder dans l'abîme de la nature humaine, sachant que l'abîme peut aussi vous regarder? Au début, la colère et le désespoir le rongent. Il écrit des lettres enflammées à sa femme, à son avocat, au roi lui-même, plaidant son innocence, dénonçant l'injustice de la lettre de cachet. Mais peu à peu, le ton change. La plainte se mue en analyse, la rage en théorie. Il réalise que sa souffrance n'est pas un accident, mais la conséquence logique d'un système. Il n'est pas la victime d'une erreur judiciaire, mais le cobaye d'un pouvoir qui ne tolère aucune déviance. Il commence alors à écrire, frénétiquement,
avec une énergie que la solitude décuple. Il écrit des pièces de théâtre, des romans, des essais. L'écriture devient sa seule forme de liberté, son unique moyen de survie. Dans le silence de sa geôle, il forge les armes qui feront trembler la morale de plusieurs siècles. La prison ne le brise pas, elle le crée. Elle est la forge où le libertin devient un auteur. En 1784, il est transféré à la Bastille, la prison symbole de la tyrannie royale. Les conditions y sont légèrement meilleures, mais l'isolement reste total. C'est là, dans cette forteresse qui domine Paris, qu'il va entreprendre son œuvre la plus secrète, la plus scandaleuse, la plus inavouable, les 120 journées de Sodome. Conscient que ce texte, s'il était découvert, signerait sa condamnation définitive, il prend des précautions extraordinaires. Il se procure de petites feuilles de papier qu'il colle les unes aux autres, formant un rouleau de près de 13 mètres de long. Sur cette surface immense et fragile, il écrit d'une écriture minuscule, presque illisible, le catalogue le plus exhaustif et le plus glacial de toutes les perversions humaines que l'on puisse imaginer. Ce n'est pas un roman, c'est une encyclopédie du mal, une classification méthodique et quasi scientifique de la cruauté, où 4 riches libertins se retirent dans un château pour écouter le récit de 150 passions meurtrières. L'écriture de ce manuscrit est une performance physique et mentale hallucinante. Pendant 37 jours, dans le secret de sa cellule, Sade se livre à un exercice d'auto-exploration radicale. Il ne décrit pas seulement des fantasmes, il construit un système. Chaque perversion est analysée, classifiée, justifiée par un discours philosophique qui renverse toutes les valeurs admises. La vertu est une faiblesse, la cruauté une énergie vitale, Dieu une chimère, inventée pour asservir les hommes. La nature elle-même est une force destructrice qui se complaît dans le crime. L'homme, pour être libre, doit suivre les impulsions de la nature, même les plus violentes. Le rouleau de papier devient le réceptacle d'une pensée si corrosive qu'elle menace de dissoudre les fondements même de la civilisation. Chaque nuit, il cache précieusement son œuvre dans une fente du mur de sa cellule, terrifié à l'idée qu'on puisse la lui prendre. Ce rouleau n'est pas seulement un manuscrit, c'est son âme mise à nu, le testament d'un homme qui a décidé d'aller plus loin que quiconque dans la connaissance de l'interdit. La prison est un monde de tension extrême. Sade, avec son caractère arrogant et provocateur, entretient des relations exécrables avec le gouverneur de la Bastille, le marquis de Launay. Il se plaint de la nourriture, du manque de livres, de l'interdiction de se promener. Ses protestations deviennent de plus en plus théâtrales. Le 2 juillet 1789, alors que l'agitation monte dans Paris, il commet un acte de provocation insensé. Utilisant un entonnoir en fer blanc comme porte-voix, il se met à hurler par la fenêtre de sa cellule, s'adressant à la foule qui commence à se rassembler au pied de la forteresse. Il crie qu'on égorge les prisonniers, il appelle le peuple à la rescousse. Son appel est entendu. L'incident met le feu aux poudres. Le gouverneur, paniqué, décide de se débarrasser de ce prisonnier incontrôlable. Dans la nuit du 3 au 4 juillet, Sade est transféré d'urgence à l'asile de Charenton. Il n'a le droit d'emporter aucune de ses affaires. Il quitte sa cellule en laissant tout derrière lui, y compris, caché dans le mur, son précieux rouleau, le fruit de 5 années de travail acharné. 10 jours plus tard, le 14 juillet 1789, le peuple de Paris prend la Bastille. La forteresse est pillée, démolie pierre par pierre. Dans le chaos, la cellule de Sade est mise à sac. Le rouleau des 120 journées de Sodome est perdu. Pour Sade,
qui apprend la nouvelle quelques semaines plus tard, c'est une catastrophe intime, une douleur plus vive que toutes les années de captivité. Il écrira avoir versé des larmes de sang sur cette perte. Il pense que son chef-d'œuvre, le livre qui devait le rendre immortel, a été détruit à jamais. Il ignore qu'un destin extraordinaire attend ce manuscrit maudit. Il ignore que la révolution qu'il a involontairement contribué à déclencher va le libérer, lui offrant un bref et paradoxal moment de gloire, avant de tenter, à son tour, de le dévorer. La prise de la Bastille, qui pour le monde symbolise la fin de la tyrannie, est pour lui le début d'une nouvelle tragédie, celle de l'écrivain amputé de son œuvre la plus essentielle. Le philosophe enchaîné est désormais libre, mais sa liberté aura le goût amer des cendres et de la perte. En 1790, un décret de la nouvelle Assemblée nationale abolit les lettres de cachet. Tous ceux qui ont été emprisonnés sans jugement doivent être libérés. Le 2 avril, Donatien Alphonse François de Sade, après 13 ans d'incarcération, sort de Charenton en homme libre. Il a 50 ans. Le monde qu'il a connu a disparu. Le roi est prisonnier à Paris, les privilèges de l'aristocratie ont été abolis, une nouvelle ère de liberté radicale s'annonce. Pour Sade, c'est une ironie vertigineuse. L'homme qui a été persécuté par l'arbitraire de l'Ancien Régime est libéré par la Révolution. Il se jette avec enthousiasme dans le tourbillon politique. Il devient le citoyen Sade, fréquente les clubs révolutionnaires, écrit des pamphlets patriotiques, prononce des discours enflammés en l'honneur de Marat et Le Pelletier. Lui, l'aristocrate au nom maudit, devient une figure de la section des Piques, l'une des plus radicales de Paris. Il semble avoir enfin trouvé sa place dans ce monde renversé, où ses idées sur la subversion de l'ordre établi semblent soudainement d'actualité. Pourtant, un paradoxe fondamental va rapidement éclater au grand jour. Le théoricien de la cruauté absolue, celui qui a écrit des pages interminables sur le plaisir de faire souffrir, se révèle être un opposant farouche à la violence réelle qui déferle sur la France. Alors que la Révolution entre dans sa phase la plus sanglante, la terreur, Sade fait preuve d'une modération surprenante. Nommé juge au tribunal révolutionnaire, il se retrouve dans la position de décider de la vie et de la mort de ses concitoyens. Et c'est là que le choc se produit. L'homme qui a rêvé d'être un bourreau dans ses livres refuse de le devenir dans la réalité. Il use de tous les subterfuges, de toutes les procédures pour éviter de prononcer des condamnations à mort. Il est accusé de modérantisme, un crime passible de la guillotine à une époque où la moindre pitié est considérée comme une trahison. La machine révolutionnaire, qu'il a accueillie avec tant d'espoir, se retourne contre lui. Il découvre que la cruauté de l'État, exercée au nom de la vertu, est infiniment plus terrifiante que celle des individus, exercée au nom du vice. Le comble de l'ironie est atteint lorsque le destin met entre ses mains la vie de ses pires ennemis, la famille de sa belle-mère. Les Montreuil, symboles de l'aristocratie déchue, sont arrêtés et accusés de conspiration contre la République. Leur sort dépend du témoignage du citoyen Sade, l'homme que la présidente de Montreuil a fait jeter en prison pendant plus d'une décennie. C'est l'occasion d'une vengeance éclatante, une vengeance que n'importe lequel des héros de ces romans aurait saisie avec délectation. Mais Sade, le vrai, fait le contraire. Il se présente devant le comité et plaide en leur faveur. Il minimise les charges, déploie des trésors d'éloquence pour les disculper et réussit finalement à les sauver de l'échafaud. Cet acte de clémence est incompréhensible pour ses contemporains. Pour Sade, il est parfaitement logique. Sa lutte n'a jamais été personnelle. Il ne combattait pas des individus, mais un principe
celui de l'oppression. Sauver les Montreuil, c'est réaffirmer son refus de la peine de mort, son rejet absolu de la violence légale, qu'elle soit monarchique ou républicaine. Cette attitude ne pouvait que le rendre suspect aux yeux des maîtres de la terreur. Son principal adversaire est Maximilien de Robespierre, l'incorruptible, l'incarnation d'une vertu rigide et meurtrière. Robespierre méprise Sade, non pas pour son immoralité passée, mais pour son athéisme aristocratique. Dans la nouvelle religion civique que Robespierre tente d'imposer, l'athéisme est un crime contre la République. Sade, avec ses écrits qui nient l'existence de Dieu et de toute morale transcendante, représente tout ce que Robespierre veut éradiquer. Une nouvelle arrestation devient inévitable. En décembre 1793, le citoyen Sade est de nouveau incarcéré, cette fois en tant qu'ennemi de la Révolution. L'accusation est vague, mais le verdict est connu d'avance. Il est emprisonné, partageant sa cellule avec d'autres suspects, attendant chaque jour la charrette qui le conduira à la guillotine. Le paradoxe est total. Le prisonnier de la monarchie est devenu le prisonnier de la République. Il passe plusieurs mois dans une angoisse permanente. Chaque matin, le greffier appelle une liste de noms, ceux qui seront exécutés dans la journée. Le nom de Sade y figure, mais par une erreur administrative ou un hasard miraculeux, il n'est pas appelé le jour prévu. Il voit ses compagnons de cellule partir les uns après les autres vers l'échafaud. Il se prépare à la mort. Et puis, le 27 juillet 1794, le 9 Thermidor, tout bascule. Robespierre est renversé. La terreur prend fin. Les portes des prisons s'ouvrent. Sade est sauvé in extremis, littéralement à quelques heures de sa propre exécution. Cette deuxième expérience de la prison et de la mort imminente le marque profondément. Il a vu de près le visage de la vertu armée, et il lui est apparu plus hideux encore que celui du vice. Il sort de cette épreuve ruiné, vieilli, mais avec une conviction renforcée. Toute forme de pouvoir absolu, qu'il se réclame de Dieu ou du peuple, est une abomination. Sa brève carrière révolutionnaire s'achève sur ce constat amer, le propulsant vers son dernier refuge, un lieu où la folie des hommes serait mise en scène, l'asile de Charenton. L'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte sonne le glas de la liberté d'expression qui avait brièvement fleuri sous la Révolution. Le nouveau régime, obsédé par l'ordre et la morale, ne peut tolérer un écrivain aussi subversif que Sade. En 1801, après la publication anonyme de Justine et de Juliette, deux romans philosophiques qui sont en réalité des manifestes pour un athéisme radical et une liberté sexuelle sans limite, la police de Fouché l'arrête. Cette fois, il n'y aura pas de procès. Pour éviter un scandale public qui risquerait de donner de la publicité à ses idées, le pouvoir choisit une solution plus discrète et plus perverse. Sur ordre personnel de Bonaparte, Sade est déclaré fou, sans aucun examen médical et interné administrativement à l'asile d'aliénés de Charenton. À 63 ans, il est de nouveau enfermé, cette fois jusqu'à sa mort. La société, incapable de le juger selon ses lois, choisit de l'exclure du monde des hommes en le jetant dans celui de la folie. Mais Charenton, sous la direction de l'abbé de Coulmiers, n'est pas un asile comme les autres. Coulmiers est un directeur progressiste, adepte de la psychothérapie par le théâtre. Il pense que la mise en scène des passions peut avoir un effet curatif sur les malades mentaux. Lorsqu'il découvre que son nouveau pensionnaire est un auteur dramatique, il lui propose un arrangement extraordinaire. Sade pourra écrire et monter des pièces de théâtre, à condition que les acteurs soient les autres patients de l'asile. Le marquis, privé de sa plume de romancier, saisit cette occasion inespérée.
Le théâtre de Charenton devient son dernier champ de bataille, sa dernière tribune. Il transforme les fous en comédiens, la scène de l'asile en un miroir grotesque de la société du dehors. Pour Sade, il n'y a pas de meilleure métaphore. Le monde entier est un asile et les prétendus sages sont souvent les plus déments. Le succès est foudroyant. Le tout Paris se presse aux portes de Charenton pour assister à ces spectacles incroyables. C'est l'attraction la plus courue de l'Empire. On vient s'encanailler, frissonner en regardant de vrais fous jouer des drames macabres et des comédies burlesques écrits par le plus infâme des écrivains. Le public est fasciné par ce spectacle de la folie maîtrisée, de la transgression encadrée. Les pièces de Sade, bien que censurées, sont pleines de double sens, de critiques voilées contre le régime napoléonien, l'Église et la morale bourgeoise. Sur scène, sous le couvert de la fiction, il peut enfin exprimer tout ce qui lui est interdit d'écrire. Le théâtre de Charenton devient un espace de liberté paradoxale, un carnaval des damnés où les frontières entre la raison et la folie, l'art et la thérapie, la critique et le divertissement sont complètement brouillées. Cette expérience unique en son genre ne pouvait qu'attirer les foudres des autorités. L'Église s'indigne de ce qu'elle appelle un théâtre sodomite, où la religion est tournée en dérision. La police impériale s'inquiète de l'esprit séditieux qui règne à Charenton. Le successeur de Fouché, Savary, lance une enquête. Les rapports décrivent un lieu de débauche où l'auteur de Justine corrompt les esprits et se moque ouvertement du pouvoir. En 1813, l'ordre tombe, implacable. Les représentations théâtrales sont interdites. On confisque à Sade tout son matériel d'écriture, le papier, l'encre, les plumes. On veut le réduire au silence, le murer vivant dans sa folie officielle. C'est le coup de grâce. Privé de la scène, privé de l'écriture, il sombre dans une profonde dépression. Le vieil homme est vaincu, non pas par la prison, mais par la censure, par l'impossibilité de créer. Il passe la dernière année de sa vie comme une ombre, errant dans les couloirs de l'asile. Il meurt le 2 décembre 1814, à l'âge de 74 ans. Dans son testament, il avait demandé à être enterré dans une forêt, sans aucune cérémonie, et que des glands soient semés sur sa tombe pour que les traces de son existence disparaissent de la surface de la terre. Il voulait que sa mémoire même soit anéantie. Ses dernières volontés seront violées. Il est enterré dans le cimetière de l'asile. Quelques années plus tard, son crâne sera exhumé par un médecin phrénologue qui voulait étudier les bosses du génie du mal avant d'être perdu. La destruction ne s'arrête pas là. Sur ordre du préfet de police, les fonctionnaires se rendent à Charenton et saisissent les derniers manuscrits de Sade, y compris une œuvre monumentale et inachevée, les Journées de Florbel. Ils ne se contentent pas de les confisquer, ils les brûlent. La machine répressive de l'État tente d'effacer jusqu'à la dernière trace de sa pensée. Mais elle ignore que les idées, comme les fantômes, ne brûlent pas. L'œuvre de Sade a-t-elle sa place dans un asile ou dans un panthéon littéraire? Ce théâtre de la folie était-il une simple provocation ou une forme d'art révolutionnaire qui repoussait les limites de la scène? Partagez votre avis. Les œuvres de Sade relèvent-elles de la psychiatrie ou de la littérature? La mort de Sade ne met pas fin à la guerre contre son œuvre. Au contraire, elle ouvre un nouveau chapitre, celui d'une traque posthume, d'une tentative d'éradication totale menée par sa propre famille. Son fils aîné, Donatien Claude Armand, comte de Sade, est un homme pieux et conformiste, hanté par la réputation monstrueuse de son père. Il consacre sa vie à effacer la tache qui souille le nom de sa famille. Dès qu'il met la main sur un manuscrit,
une lettre, un cahier, il le jette au feu. Le plus grand auto-da-fé a lieu après la mort de la veuve de Sade, qui avait pieusement conservé les papiers de son mari. Le fils fait une descente au château de Lacoste et brûle une malle entière de documents, y compris les 10 volumes des Journées de Florbel, l'œuvre que Sade lui-même considérait comme la plus aboutie de sa période de Charenton. C'est une perte incalculable pour la littérature, un crime culturel commis au nom de la vertu familiale. Malgré cette fureur destructrice, quelques textes survivent, comme des rescapés d'un incendie. Ils commencent alors une vie clandestine, passant de main en main, recopiés secrètement, imprimés sous le manteau par des éditeurs courageux ou peu scrupuleux. Les livres de Sade deviennent des objets de contrebande, des fruits défendus que l'on s'arrache à prix d'or. Ils circulent dans les milieux libertins, les sociétés secrètes, les cercles d'artistes et d'écrivains qui voient en eux bien plus qu'une simple pornographie. Ils y trouvent une philosophie de la transgression, une critique radicale de toutes les institutions, la famille, la religion, l'État. Posséder un Sade à cette époque est un acte de rébellion, une affirmation de liberté intellectuelle face à l'ordre moral étouffant du XIXe siècle. Les manuscrits sont présentés comme des artefacts dangereux qui brûlent les mains de leurs propriétaires. L'histoire la plus rocambolesque est celle du manuscrit des 120 Journées de Sodome, ce fameux rouleau de 13 mètres que Sade croyait perdu à jamais dans les décombres de la Bastille. Le sortilège de ce texte semble commencer avec sa survie miraculeuse. Retrouvé dans le mur de la cellule par un citoyen nommé Arnoux de Saint-Maximin, il est vendu à la famille de Villeneuve-Trans. Le manuscrit reste caché dans le château familial pendant 3 générations, comme un secret de famille inavouable. Personne ne sait vraiment ce qu'il contient. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'il est vendu à un psychiatre et bibliophile allemand, Iwan Bloch, qui est le premier à comprendre son importance. Il le publie en 999 sous un pseudonyme dans une édition limitée et scientifique, le présentant non pas comme une œuvre littéraire, mais comme un document psychopathologique. Le monstre est exhumé, mais il est présenté dans une cage, celle de la science médicale. La véritable chasse aux manuscrits commence alors. Des collectionneurs excentriques, des érudits passionnés et des libraires audacieux se lancent sur la piste des originaux. L'un des plus célèbres est Maurice Heine, un communiste et lettré qui consacre sa fortune et sa vie à retrouver, éditer et publier l'œuvre complète de Sade. Il rachète des lots de papiers de famille, explore les archives et réussit à mettre la main sur des trésors que l'on croyait disparus. C'est lui qui rachète le rouleau des 120 journées à la famille Bloch et qui en prépare la première édition critique. La publication de Sade devient un combat politique et culturel. Chaque volume publié est un défi lancé à la censure. Les procès se multiplient. Les éditeurs sont condamnés, les livres saisis et détruits. Mais la répression ne fait qu'attiser la curiosité et renforcer le mythe du divin marquis, l'écrivain maudit par excellence. La vie secrète de ces textes s'apparente à un roman d'espionnage. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le précieux rouleau des 120 journées est mis en sûreté en Suisse par la famille de l'éditeur qui le possédait. Il échappe ainsi aux nazis qui auraient sans doute considéré ce texte comme le comble de l'art dégénéré et l'auraient détruit. Après la guerre, il est racheté par des collectionneurs privés. Sa valeur atteint des sommets. Il disparaît de la circulation pendant des décennies, devenant une sorte de Graal pour les bibliophiles, un objet mythique que peu de gens ont pu voir de leurs propres yeux. Chaque apparition est un événement.
Ce n'est qu'au XXIe siècle qu'il sera acquis par un collectionneur français, puis classé Trésor national et finalement acheté par la Bibliothèque nationale de France, trouvant sa place aux côtés des manuscrits de Victor Hugo et de Marcel Proust. L'artefact le plus sulfureux de la littérature française est devenu un patrimoine officiel. Cette longue guerre des manuscrits est révélatrice de l'ambiguïté fondamentale de l'héritage de Sade. D'un côté, une volonté acharnée d'effacer, de brûler, de faire disparaître une pensée jugée intolérable. De l'autre, une fascination tout aussi acharnée pour préserver, publier et étudier cette même pensée. La bataille pour les textes de Sade n'est pas une simple querelle de spécialistes. C'est une lutte pour la définition même des limites de ce qui peut être dit, écrit et pensé dans notre civilisation. Chaque page sauvée des flammes est une victoire contre la censure, mais elle pose aussi une question dérangeante. Que faire d'un héritage aussi toxique et aussi essentiel? Faut-il l'enfermer dans les réserves des bibliothèques, réservées à une élite d'érudits, ou faut-il le laisser circuler librement, au risque de voir ses idées les plus dangereuses se propager? Cette question, le XXe siècle va se la poser avec une acuité nouvelle, lorsque des artistes et des poètes décideront de faire de ce monstre leur saint patron. Au tournant du XXe siècle, l'ombre du marquis de Sade commence à s'étirer bien au-delà des cercles de bibliophiles et de libertins. Une nouvelle génération d'artistes et d'écrivains, en révolte contre la morale étouffante de la bourgeoisie, découvre en lui non pas un pornographe, mais un prophète de la libération. Charles Baudelaire, déjà, avait reconnu en Sade l'un des rares à oser explorer les fleurs du mal, à sonder les profondeurs de la nature humaine. Mais c'est avec le poète Guillaume Apollinaire que la réhabilitation commence véritablement. Au début du siècle, Apollinaire, figure de proue de l'avant-garde parisienne, publie des extraits de l'œuvre de Sade, le présentant comme l'esprit le plus libre qui ait jamais existé. Pour lui, la crudité du langage sadien n'est pas une fin en soi, mais un outil pour dynamiter les conventions et explorer de nouveaux territoires poétiques et mentaux. C'est cependant le mouvement surréaliste, né dans le Paris des années 20, qui va véritablement canoniser Sade. André Breton, le théoricien du groupe, et ses compagnons, Louis Aragon, Paul Éluard, Salvador Dali, Louise Buñuel, voient dans le marquis un précurseur absolu de leur propre révolte. Pour les surréalistes, la société occidentale est malade, réprimée par la logique, la religion et la morale. La seule voie de salut est la libération totale du désir et de l'inconscient. Et qui mieux que Sade a exploré les mécanismes du désir, même dans ses formes les plus sombres et les plus violentes? Ils lisent les 120 journées de Sodome, non pas comme une incitation au crime, mais comme un document brut, une plongée sans concession dans le volcan de l'imagination humaine. Sade leur a fourni une clé pour ouvrir les portes du subconscient, pour faire jaillir les images et les pulsions que la civilisation s'efforce de refouler. Le divin marquis, comme il l'appelle, devient une icône, une figure tutélaire du mouvement. Son nom est scandé dans leur manifeste, son portrait imaginaire peint par Man Ray. Ils admirent en lui non pas le criminel, mais le rebelle absolu, l'homme qui a dit non à toutes les formes d'autorité. Son athéisme radical, sa critique féroce de la société, son exploration de l'amour fou et de l'érotisme transgressif sont en parfaite adéquation avec le programme surréaliste. Le sadisme, pour eux, n'est pas tant une perversion sexuelle qu'une méthode de connaissance, une manière de pousser la pensée jusqu'à ses conséquences ultimes, de regarder en face ce que la société ne veut pas voir. L'art doit être convulsif, disait Breton, ou il ne sera pas. Et l'œuvre de Sade est la convulsion même, le spasme qui révèle la vérité cachée sous le voile des apparences. Cette fascination se traduit directement dans leurs œuvres.
Le cinéma de Luis Buñuel et Salvador Dalí, notamment dans des films comme Un chien andalou ou L'âge d'or, est imprégné d'une violence onirique et d'un anticléricalisme qui doivent tout à Sade. Ces films sont conçus comme des agressions contre le spectateur, des attentats à la pudeur et au bon goût, visant à provoquer un choc psychique libérateur. De même, la peinture de Dalí ou de Max Ernst explore les paysages torturés de l'inconscient, où le désir et la mort, le plaisir et la douleur sont inextricablement liés. Il ne cherche pas à illustrer les scènes de Sade, mais à en retrouver l'esprit, cette énergie subversive qui fait exploser les cadres de la représentation. L'art ne doit plus être un miroir du monde, mais un marteau pour le briser. Cette canonisation de Sade par l'avant-garde n'est pas sans ambiguïté. En le transformant en héros de la contre-culture, les surréalistes ont parfois tendance à gommer la violence bien réelle de ses écrits, à l'esthétiser. Ils célèbrent le grand libérateur, mais passent sous silence le théoricien de la cruauté absolue. Qu'importe pour eux, l'essentiel est ailleurs. Ils ont compris que le véritable scandale de Sade n'est pas sexuel, mais philosophique. Il a montré que sous la fine pellicule de la civilisation, les pulsions archaïques sont toujours là, prêtes à ressurgir. En faisant de Sade leur saint patron, les surréalistes ont transformé le poison en remède. Ils ont utilisé la force la plus destructrice de la littérature occidentale comme un levier pour renverser le vieil ordre mental et ouvrir la voie à une nouvelle sensibilité, préparant le terrain pour que les philosophes, après le cataclysme d'une nouvelle guerre mondiale, se penchent à leur tour sur cet abîme. Après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, le rire des surréalistes s'éteint. Le monde se réveille d'un cauchemar de 6 ans avec la découverte des camps de concentration et de la Shoah. Une question hante alors la conscience européenne. Comment cela a-t-il été possible? Comment la nation la plus cultivée d'Europe, la patrie de Goethe et de Kant, a-t-elle pu sombrer dans une barbarie industrielle et planifiée? Pour répondre à cette question, une génération de philosophes se tourne vers un penseur que l'on avait jusqu'alors confiné à la littérature ou à la psychiatrie, le marquis de Sade. Il pressent que dans son système, dans son analyse glaciale de la mécanique du pouvoir et de la destruction, se trouve peut-être une clé pour comprendre la catastrophe qui vient de se produire. Simone de Beauvoir, dans un essai retentissant intitulé « Faut-il brûler Sade ?», est l'une des premières à poser la question sur la place publique. Elle refuse de voir en lui un simple monstre. Elle le lit comme un moraliste, un penseur de l'existentialisme qui a poussé la logique de la liberté individuelle jusqu'à ses conséquences les plus extrêmes. Pour elle, Sade est l'homme qui a pris au sérieux le drame de l'existence humaine dans un monde sans Dieu. Si Dieu n'existe pas, alors l'homme est seul, responsable de créer ses propres valeurs. Sade, en choisissant le mal, a au moins eu le mérite de faire un choix authentique, contrairement à l'hypocrisie de ceux qui se prétendent vertueux par simple conformisme. Sa conclusion est sans appel. On ne peut pas brûler Sade sans renoncer à une part essentielle de la vérité sur la condition humaine. D'autres penseurs, comme Georges Bataille ou Maurice Blanchot, vont encore plus loin. Ils voient dans l'œuvre de Sade une expérience limite de la pensée, une tentative de sonder ce qui se trouve au-delà du bien et du mal. Pour Bataille, la souveraineté de l'individu passe par la transgression, par la capacité à dépenser sans compter, à détruire, à s'approcher de la mort. La société est fondée sur l'utile, le raisonnable, alors que la vie, dans son essence, est excès et fureur. Sade est celui qui a eu le courage de formuler cette vérité inavouable. La cruauté sadienne n'est pas une simple pathologie, c'est l'expression d'une souveraineté absolue qui refuse toute limite, toute loi, qu'elle soit divine ou humaine.
Ces lectures complexes et souvent obscures transforment Sade en un philosophe majeur, le penseur de l'impensable. Mais c'est avec les penseurs de la génération suivante, les post-structuralistes, que Sade acquiert son statut de critique radical de la civilisation occidentale. Michel Foucault, dans son Histoire de la folie, voit en lui une figure charnière, celle où le discours sur la sexualité bascule de la simple confession religieuse à l'analyse scientifique. Roland Barthes, dans son essai Sade, Fourier, Loyola, le place sur le même plan que le fondateur des Jésuites, voyant en eux deux grands créateurs de langage, deux logothètes qui ont inventé un système total pour dire le monde. Pour Barthes, la force de Sade n'est pas dans ses idées, mais dans sa langue, dans sa manière de tout nommer, de tout décrire, de créer une utopie textuelle où le désir est la seule loi. Le débat atteint son paroxysme avec des penseurs comme Pierre Klossowski ou le couple Deleuze et Guattari. Il voit dans la philosophie de Sade une analyse prémonitoire des mécanismes du pouvoir totalitaire. Les châteaux sadiens, avec leurs règlements minutieux, leur hiérarchie stricte, leur organisation rationnelle du plaisir et de la souffrance, ne sont-ils pas des métaphores des camps de concentration? L'indifférence glaciale des bourreaux de Sade, qui justifient leurs crimes par des raisonnements philosophiques, ne préfigure-t-elle pas la froide bureaucratie du mal d'un Adolf Eichmann? La question est posée, vertigineuse. Sade est-il un pervers isolé ou un prophète qui a disséqué les logiques mortifères à l'œuvre dans la modernité? Le procès de l'histoire est ouvert et les intellectuels se déchirent. Faut-il voir en Sade un précurseur du fascisme ou, au contraire, le plus implacable de ses critiques, celui qui en a démonté les rouages avant même son apparition? Ce duel intellectuel intense, qui se joue dans les revues et les universités parisiennes des années 60 et 70, est bien plus qu'une querelle académique. Les enjeux sont immenses. Il s'agit de comprendre la nature du mal, le lien entre le désir et la violence, le rôle de la morale dans une société qui a perdu ses fondements religieux. En plaçant Sade au centre de leur réflexion, ces philosophes ont pris un risque énorme, celui d'être accusés de complaisance envers le mal. Mais pour eux, c'était le seul moyen d'être lucide. Car ignorer Sade, c'est se condamner à ne pas comprendre les ténèbres qui nous habitent. Face à un héritage aussi complexe et dangereux, que devons-nous faire? Faut-il le mettre sous clé, le censurer pour protéger la société de ses idées corrosives, ou faut-il l'étudier pour comprendre les mécanismes du mal et s'en prémunir? Écrivez votre choix dans les commentaires. Tandis que les philosophes dissèquent la pensée de Sade dans des traités complexes, le cinéma, cet art de masse, s'empare de sa figure et de son œuvre, les projetant sur les écrans du monde entier. Cette popularisation va inévitablement simplifier, et parfois trahir, la complexité de sa philosophie, la transformant en une série de clichés sur la cruauté et la perversion. Les premières adaptations sont souvent timides, esthétisantes, se concentrant sur les aspects gothiques et érotiques de ses romans. Mais dans les années 70, alors que la censure cinématographique recule dans de nombreux pays, des réalisateurs audacieux décident de se confronter directement à la violence radicale de ces textes. Le cinéma devient le nouveau champ de bataille où se joue la question de la représentation de l'interdit. Le geste le plus extrême, le plus insoutenable et sans doute le plus fidèle à l'esprit de Sade est celui du réalisateur italien Pier Paolo Pasolini. En 1975, il réalise son dernier film, Salo ou les 120 journées de Sodome. Pasolini ne fait pas une simple adaptation. Il transpose le récit de Sade dans les derniers jours de la République fasciste de Salo en 1944.
les 4 libertins du roman deviennent 4 dignitaires fascistes qui enlèvent un groupe de jeunes gens et les séquestrent dans une villa pour leur faire subir les sévices méthodiquement décrits par le marquis. Le film est une descente aux enfers, une succession de scènes de torture, d'humiliation et de meurtre, filmées avec une froideur clinique, presque documentaire. Pour Pasolini, le texte de Sade n'est pas un fantasme. C'est la métaphore parfaite du pouvoir totalitaire, de la réduction de l'être humain à un simple objet, un corps, que l'on peut manipuler et détruire à volonté. Le scandale est planétaire. Le film est interdit dans des dizaines de pays, y compris en Italie. Pasolini est accusé de complaisance, de sadisme, d'insulter la mémoire des victimes du fascisme. Il se défend en expliquant que son film est une dénonciation radicale de toutes les formes de pouvoir, et en particulier du pouvoir de la nouvelle société de consommation, qu'il juge encore plus totalitaire que le fascisme. Pour lui, Salo est un acte de désespoir, le testament d'un artiste qui ne croit plus en la possibilité d'un salut. Quelques semaines avant la sortie du film, Pasolini est sauvagement assassiné sur une plage près de Rome. Les circonstances de sa mort restent troubles, alimentant la légende d'un film maudit, d'une œuvre qui aurait coûté la vie à son auteur. Salo reste à ce jour l'un des objets cinématographiques les plus controversés et les plus insoutenables de l'histoire, une expérience limite que peu de spectateurs peuvent endurer jusqu'au bout. Au-delà du cas extrême de Pasolini, l'influence de Sade se diffuse dans toute la culture populaire, mais de manière plus diffuse et souvent dégradée. Son nom devient une étiquette commode pour qualifier un certain type de cinéma d'horreur ou de thriller psychologique. Le sadisme devient un cliché, un simple trait de caractère pour des méchants de film, des tueurs en série qui prennent plaisir à faire souffrir leurs victimes. On oublie complètement la dimension philosophique, la critique du pouvoir et de la religion qui est au cœur de l'œuvre originale. Le marquis est dépossédé de sa pensée, réduit à une simple icône du mal, une sorte de Dracula de la perversion. La culture de masse, dans son besoin de simplification, a transformé le philosophe en croque-mitaine, l'analyste du pouvoir en un simple monstre de foire. Cette vulgarisation a un effet paradoxal. D'un côté, elle fait connaître le nom de Sade à un public immense qui n'aurait jamais lu ses livres. De l'autre, elle en neutralise la charge subversive. En le cantonnant au genre de l'horreur, on le rend inoffensif. Le spectateur peut frissonner devant un film sadique, puis retourner à sa vie normale, rassuré de savoir que tout cela n'est que de la fiction. Le vrai danger de Sade, qui est de nous montrer que la logique de la cruauté n'est pas l'apanage de quelques monstres, mais une possibilité inscrite en chacun de nous et dans les structures mêmes de notre société, est ainsi évacué. L'héritage de Sade à l'écran est donc un héritage double, celui de quelques œuvres radicales qui ont tenté de se mesurer à la violence de sa pensée, et celui d'innombrables produits de consommation qui ont transformé son nom en une marque vidée de son sens. La dynamite philosophique a été désamorcée pour devenir un simple pétard de divertissement. Cette domestication de la figure de Sade par le cinéma montre à quel point la culture de masse peut à la fois populariser et édulcorer les idées les plus radicales. Elle absorbe la transgression, la digère et la recrache sous une forme consommable. Le marquis qui voulait faire exploser la société de l'intérieur est devenu une attraction dans le grand parc à thème de la culture mondiale. Mais alors que le cinéma semblait avoir clos le chapitre, une nouvelle technologie allait offrir aux idées de Sade un terrain d'expérimentation d'une ampleur qu'il n'aurait jamais pu imaginer, l'Internet. Un espace sans limite où la liberté pouvait enfin devenir absolue pour le meilleur et pour le pire.
Au XXIe siècle, la philosophie du marquis de Sade, conçue dans le secret d'une cellule du XVIIIe siècle, trouve un nouvel écho, une nouvelle pertinence dans un espace immatériel et global, Internet. Le réseau mondial, avec ses promesses de liberté d'expression totale, d'anonymat et d'abolition des hiérarchies traditionnelles, apparaît comme la réalisation technique des fantasmes sadiens de liberté absolue. Les principes qui gouvernent le cyberespace, la recherche du plaisir immédiat, la transgression des normes sociales, la construction d'identités multiples et la primauté du désir individuel sont étrangement familiers à tout lecteur du marquis. L'utopie de liberté dont rêvait Sade, un monde où chaque individu serait le souverain de ses propres désirs, semble prendre forme dans l'architecture décentralisée du web. L'anonymat, en particulier, est la clé de voûte de cet univers sadien numérique. Protégé par un pseudonyme, l'individu peut se libérer du poids du regard social, de la morale, de la loi. Il peut explorer les recoins les plus sombres de sa personnalité, exprimer des opinions ou des fantasmes qu'il n'oserait jamais avouer dans le monde réel. Les forums, les réseaux sociaux, et plus encore le Darknet, cette partie cachée de l'Internet, deviennent des espaces où les idées de Sade trouvent une nouvelle vie. La liberté d'expression, principe fondateur du réseau, est poussée dans ses retranchements. Où se situe la frontière entre l'expression légitime d'une opinion, même choquante, et le harcèlement, l'appel à la haine ou la diffusion de contenus criminels? Cette question, qui est au cœur des débats contemporains sur la régulation d'Internet, est une question éminemment sadienne. La philosophie du marquis est utilisée, consciemment ou non, pour justifier des comportements qui relèvent de la cruauté numérique. Le cyberharcèlement, qui consiste à s'acharner sur un individu pour le plaisir de le voir souffrir, n'est-ce pas une forme de sadisme moderne où la jouissance de l'agresseur se nourrit de la douleur de sa victime? Le trolling, cette pratique qui consiste à poster des messages provocateurs dans le seul but de semer la discorde et de susciter des réactions émotionnelles violentes, ne relève-t-il pas de la même logique de perturbation et de destruction que celle prônée par les héros de Sade? Dans ces phénomènes, on retrouve la même indifférence à la souffrance de l'autre, la même affirmation d'une souveraineté individuelle qui ne reconnaît aucune limite. Internet a créé les conditions d'une expérimentation à grande échelle de la maxime sadienne. Je ne me soucie pas du malheur d'autrui. De plus, l'économie de l'attention qui régit les plateformes numériques semble favoriser les contenus les plus extrêmes. La transgression, le scandale, la violence verbale ou visuelle sont des moyens efficaces pour capter l'attention, générer du trafic, créer du buzz. La logique du profit rejoint ainsi la logique sadienne de la recherche de l'intensité. Les algorithmes, en nous enfermant dans des bulles de filtres, renforcent nos convictions et nous exposent à des discours de plus en plus radicaux, créant des chambres d'écho où les théories les plus délirantes peuvent prospérer. Le monde numérique, loin d'être un espace de dialogue rationnel, devient souvent un théâtre d'affrontements violents, une arène où des tribus virtuelles se livrent des guerres sans merci. La dynamique est celle de la polarisation, de la destruction de l'adversaire, perçu non pas comme un interlocuteur, mais comme un ennemi à abattre. Alors, Internet est-il l'utopie de liberté dont rêvait Sade ou l'enfer numérique qu'il avait prédit? La réponse est sans doute que c'est les deux à la fois. Le réseau a permis une libération sans précédent de la parole, donné une voix à des millions de personnes qui en étaient privées, favorisé l'émergence de nouvelles formes de solidarité et de création. Mais il a aussi libéré des monstres. Il a montré que lorsque les barrières de la civilisation tombent, lorsque l'individu est laissé à lui-même sans aucune contrainte, la cruauté, la violence et le désir de domination ne sont jamais loin. Sade, en son temps,
avait été accusé d'être un monstre parce qu'il avait imaginé un monde sans Dieu et sans loi. Aujourd'hui, ce monde existe. Il est à portée de clic et il nous oblige à nous poser la question fondamentale que Sade nous a léguée. Que faisons-nous de notre liberté? C'est cette interrogation non résolue qui nous ramène inlassablement à lui, ce prophète dérangeant, dont le verdict reste impossible à rendre. La course à l'héritage du marquis de Sade n'est pas terminée. Son ombre continue de planer sur notre époque, plus provocante et pertinente que jamais. Ses livres, longtemps interdits, brûlés, maudits, sont aujourd'hui publiés dans la prestigieuse collection de la Pléiade, le panthéon de la littérature française, reconnu comme un patrimoine national. Le monstre a été institutionnalisé. Mais cette reconnaissance officielle n'a en rien apaisé le scandale. Chaque nouvelle adaptation, chaque nouvel essai, chaque débat sur la liberté d'expression rallume la controverse. Sade reste une anomalie, une figure inclassable qui défie toutes les catégories. Sadique, violeur, fou, sans aucun doute, les faits sont là, accablants. Mais aussi philosophe de génie, critique impitoyable du pouvoir, précurseur de la psychanalyse et de la libération sexuelle. Il est tout cela à la fois, et c'est cette complexité qui le rend insupportable et indispensable. Sa biographie elle-même est un enchevêtrement de mythes et de faits, une vie qui ressemble à l'un de ses romans, pleine de scandales, d'emprisonnements, d'évasions et de coups de théâtre. Il a été l'ennemi de tous les régimes. La monarchie absolue l'a embastillé, la République révolutionnaire a voulu le guillotiner, l'Empire napoléonien l'a déclaré fou. Cette unanimité dans la persécution est sans doute la meilleure preuve de la puissance de sa pensée. Il a touché au point névralgique de toute société, au secret inavouable sur lequel elle est fondée. Le lien indissociable entre le désir et le pouvoir, entre la loi et la violence qui la sous-tend. Il a arraché le masque de la vertu pour montrer le rictus de la domination qui se cache derrière. Le malentendu fondamental sur Sade a été de croire qu'il faisait l'apologie de la cruauté. Ses livres ne sont pas des manuels pour tortionnaires. Ce sont des fictions philosophiques, des machines de guerre intellectuelles conçues pour détruire toutes les certitudes. En poussant la logique des Lumières, la raison, le matérialisme, l'individualisme, jusqu'à sa conclusion la plus monstrueuse, il en a révélé les dangers. Si Dieu n'existe pas, si la nature est un chaos de destruction et de création, si l'individu est la seule mesure de toute chose, alors tout est permis. Cette conclusion est terrifiante, mais la refuser sans l'avoir regardée en face, c'est se condamner à l'hypocrisie. Sade ne nous donne pas de réponse. Il nous pose une question éternelle, la plus difficile de toutes. Comment construire une morale humaine, une éthique de la liberté, une fois que l'on a pris acte du fait que le ciel est vide? Chaque époque a projeté sur Sade ses propres angoisses. Le XIXe siècle y a vu la perversion, le début du XXe la libération artistique, l'après-guerre le totalitarisme, la fin du XXe la libération sexuelle, et notre siècle numérique y voit les dérives de la liberté absolue. Il est le miroir dans lequel chaque génération contemple ses propres démons. Il n'est pas une relique du passé. Il est notre contemporain. Son œuvre parle de nous, ici et maintenant. Elle nous parle de la violence qui se cache derrière les discours policés, du désir de pouvoir qui anime les relations humaines, de la fragilité de notre civilisation. L'ignorer, c'est choisir de ne pas voir. Le lire, c'est accepter de regarder l'abîme en face, au risque d'y reconnaître une part de nous-mêmes. L'héritage de Sade est donc une connaissance dangereuse, un savoir qui à la fois détruit et guérit. Il détruit nos illusions, nos conforts moraux, nos certitudes, mais il peut aussi nous guérir de notre propre naïveté
en nous armant d'une lucidité nouvelle, plus exigeante, plus adulte. Il nous force à penser la liberté, non pas comme un don, mais comme un problème, un défi permanent. Aujourd'hui, alors que les appels à la tolérance n'ont jamais été aussi forts et que le monde est déchiré par des conflits d'une cruauté sans précédent, l'honnêteté brutale de Sade semble à la fois monstrueuse et nécessaire. Alors, pour nous comprendre nous-mêmes, de qui avons-nous le plus besoin? D'un moraliste hypocrite qui nous cache la vérité ou d'un analyste impitoyable qui expose les plaies les plus sombres de notre âme? Écrivez votre réponse dans les commentaires, car ce choix, en définitive, détermine notre avenir.